Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de Politique. Le forum sur la paix de Paris s'ouvre aujourd'hui, ou c'est déjà ouvert dans la capitale française. Un forum dédié à la paix par son appellation. Une paix cependant qui n'arrive pas à trouver son chemin dans un monde tiraillé par les conflits et secoué par les crises de tout genre. Une paix à l'équilibre difficile à rétablir, surtout après la pandémie du corona qui a creusé davantage les inégalités sociales et économiques. L'Algérie est présente à ce forum avec le ministre des Affaires étrangères, Lamtan Lamamra. Il représente le président Abdelmajid Tebboune à ce forum. Justement, l'invitation de son homologue, avec l'invitation de son homologue Emmanuel Macron, ce forum saisira l'occasion pour plaider la nécessité de corriger les déséquilibres. Le forum, une opportunité pour revenir sur les points sensibles qui entravent l'accomplissement justement de la paix dans le monde. Pour en parler, avec nous ce soir, se joint à nous Monsieur Badis Khenissa. Il est expert en relations extérieures. Il est avec nous par Skype depuis Paris. Monsieur Badis Khenissa, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est toujours un plaisir. Je rappelle que vous êtes également président du think tank Émergence et Monsieur François Deroche, qui est défenseur des droits humains. Il est avec nous par Skype depuis Paris toujours. Monsieur François Deroche, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, merci à vous, bonsoir à vos téléspectateurs et à votre invité. Alors, pour commencer, le Forum de paix de Paris, dans sa 5e édition, s'axe sur 3 points essentiels. La crise en Ukraine, la pandémie, le corona qui a duré 2 ans et la promotion de la femme au Moyen-Orient. Mais on va laisser un petit peu ce sujet de côté pour voir un petit peu les autres sujets qui viendront se greffer à ces axes principaux. Quelle place pour l'Afrique, surtout après l'annonce récente du président français du retrait final des troupes de Barkhane du Mali. Et je commence avec vous, Monsieur Khenissa. Écoutez, tout d'abord, je pense qu'il faut rappeler d'abord le contexte dans lequel se déroule cet événement, se tient aujourd'hui cet événement, dans un contexte qu'on qualifie en diplomatie de paix chaude. Donc on est sur cette ligne de crête, pour pas dire ce point de bascule vers peut-être une guerre tiède, ou voire même une guerre tout court planétaire, et on n'en est pas loin. Ce qui fait que cela accentue, je dirais même complexifie la mission aujourd'hui de cet événement. Même si, bien évidemment, vous l'avez rappelé, à juste titre d'ailleurs, que nous sommes aujourd'hui à la 5e édition. C'est un peu, Emmanuel Macron est le père fondateur de cet événement, mais c'est aussi un événement qui aujourd'hui a démontré ses limites. Au bout de 400 projets, au bout de 60 projets aujourd'hui sélectionnés, parfois même c'est un événement expressis verbis de Emmanuel Macron qui va favoriser un espace de multilatéralisme et de paix également, mais en même temps avec l'absence des principaux protagonistes. Donc si vous voulez, il y a cette disparité, cette dichotomie en matière entre ce que nous souhaiterions dans cet événement, et bien évidemment c'est d'arriver vers une paix durable, viable, c'est-à-dire bâtir une architecture viable, mais cela sous-entend bien évidemment un engagement franc, un engagement sincère des États, et notamment des États occidentaux, et notamment en Europe, pour pas dire la France. Donc, effectivement, il intervient également à la lumière de certains défis majeurs, de certains cataclysmes géopolitiques et politiques, même la crise ukrainienne, on est la preuve, mais bien avant cette crise, il y a eu d'autres crises multiformes, à savoir la crise sanitaire, la crise aujourd'hui alimentaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce type d'événement est amené à être peut-être on va dire élargi un peu, avec un changement de paradigme aussi, puisqu'on en est, encore une fois, je me répète, à la 5e édition, mais faisons le bilan, parce que c'est très important aussi, parce que pour éviter des faits d'annonce et pour éviter des événements internationaux, pour peut-être aussi permettre au président de la République, d'ailleurs certains médias l'abordent ici en France, c'est pour peut-être aussi accentuer ou renforcer son statut de président médiateur qui intervient dans les conflits planétaires. Mais encore une fois, il faut être en adéquation avec les attentes, avec les objectifs qui sont aujourd'hui vitaux, qui sont même qui relèvent de l'instinct, enfin de la survie surtout de notre planète. D'ailleurs, vous l'avez évoqué à
enfin sur plusieurs points, notamment sur cette crise sanitaire, sur cette crise économique, mais également cette crise aussi du multilatéralisme dans lequel nous avons plus orienté vers un unilatéralisme, je dirais même parfois aux antipodes des attentes des pays, notamment des pays en voie de développement comme l'Afrique, vous l'avez souligné. Oui. Monsieur Khanissa, donc on le sait très bien, l'Afrique a un peu boudé ce forum parce que nous savons que par le passé, l'Afrique était présente en force par ses hauts dignitaires, par des présidents, par des chefs de gouvernement. Là, on voit que 3 pays, pratiquement les Comores, je crois, et 2 autres pays. Alors, par quoi s'explique cette absence ? Alors, j'ai envie de vous dire, théoriquement, c'est par le fait que l'agenda est très chargé, notamment octobre-novembre, avec la tenue du sommet arabe, des réunions, enfin la COP27 et autres. Bien évidemment, c'est sur la théorie. Maintenant, venons aux faits. Aujourd'hui, n'oublions pas qu'effectivement, il y a certains aspects qui pourraient expliquer éventuellement, notamment le forum Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier il y a quelques mois, dans lequel, bien évidemment, les dirigeants africains ont été volontairement écartés. Il y a également aussi cette volonté à vouloir s'affranchir, notamment de la volonté de certains pays africains à vouloir se développer par eux-mêmes, à prendre leurs problèmes à bras-le-corps, bien évidemment. Et je pense que vous avez évoqué tout à l'heure l'opération de Barkhane, qui est, à mon avis, à mon sens surtout, qui reflète ce fiasco. Mais encore une fois, les pays africains, je pense qu'aujourd'hui, à travers ce type d'événement, même s'il y a une présence minime, voudraient aussi faire passer un message par leur absence. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aborder des problèmes qui a trait à des problèmes structuraux, notamment en Afrique et l'Union africaine dans sa globalité, sans pour autant mettre les pieds au plat et puis surtout, je dirais, laisser les Africains notamment diriger ou gérer leurs affaires sans s'immiscer comme la France l'a fait, oui, par un paternalisme caractérisé. J'évoque par exemple Macky Sall qui récemment a évoqué effectivement cette réforme d'urgence du système multilatéral et dans son concept, dans sa perception, et pourquoi pas aller vers des actes, je dirais, responsables qui permettrait enfin l'émergence de l'Afrique et enfin, surtout, la capacité, la possibilité de l'Afrique à gérer par elle-même ces problèmes, bien évidemment dans une coopération, un partenariat libre dans lequel l'Afrique a ce libre choix de pouvoir choisir ses partenaires comme le fait le Mali ou d'autres pays. Très bien. Monsieur François Deroche, je me tourne vers vous. Alors, comment vous lisez cette absence de la majorité des pays africains? Est-ce que c'est un message volontaire passé à, justement, Emmanuel Macron, justement parce que, comme disait tout à l'heure Khanissa, il y a eu le fait qu'ils ont été un petit peu mis à l'écart lors du dernier forum donc, de Montpellier. Est-ce que c'est un message également politique vis-à-vis de ce qui se passe également dans la région du Sahel, par exemple? Bien sûr, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'aujourd'hui, il y a un sentiment anti-français, voire anti-occidental, tout en Afrique. Aujourd'hui, l'Africain des années 2022 n'est pas du tout l'Africain des années 90 et des années 70. Donc aujourd'hui, il y a un président français qui aujourd'hui constate avec beaucoup de regrets la situation aujourd'hui anti-française en Afrique, a essayé d'ailleurs, après le départ, parce qu'il a annoncé l'arrêt de l'opération Barkhane, mais pourquoi? Pour aller redéployer ses forces un peu partout dans les 5 pays que compte cette opération Barkhane. Il va diminuer d'un côté pour augmenter de l'autre. Bien sûr, vous le savez, il y a la Côte d'Ivoire, le Togo, il y a le Bénin. Mais aujourd'hui, il y a une opinion anti-française qui monte dans toute l'Afrique et de l'Ouest, et en particulier au Sahel. Donc aujourd'hui, les présidents africains, ils réfléchissent. Donc ils veulent tout simplement répondre aux aspirations de leur peuple, tout simplement. Et puis aujourd'hui, on peut dire également qu'il y a eu beaucoup de maladresse, on va dire, avec une certaine arrogance. Parce qu'aujourd'hui, si la France, elle ne part pas malheureusement la tête haute. Et c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, il y avait une certaine
arrogance de la part des dirigeants français qui ont eu la volonté de maîtriser le calendrier politique, comme vous rappelez-vous, lorsque le président François Hollande avait imposé la date des élections présidentielles et une volonté également de marginaliser les armées nationales, ce qui est difficilement supportable dans n'importe quel pays, même s'ils sont des pays africains, personne n'accepterait cela. Et c'est la leçon qu'on a tiré le président Emmanuel Macron. Maintenant, pour autant, on peut dire que la situation s'envenime entre l'opinion publique et les dirigeants français. Et puis aujourd'hui, on peut dire également que la question compliquée, vous avez parlé tout à l'heure des retraits des forces françaises, les forces maliennes se sont professionnalisées alors qu'elles étaient complètement inexistantes en 2012 quand l'armée Serval est arrivée. C'est l'ancêtre de Barkhane. Mais les djihadistes, entre-temps, ont progressé. À l'époque, ils ne tenaient que surtout la partie nord du Mali avec les indépendantistes, les autonomistes touaregs. Maintenant, ils se sont implantés dans le centre du Mali avec notamment le groupe Katiba Massina. Et ils progressent vers la capitale. Donc la situation devient de plus en plus difficile militairement pour les Français. Et la France a perdu à peu près une soixantaine de militaires, ne veut pas perdre plus. Effectivement, aujourd'hui, les groupes djihadistes visent, comme en fin 2012, ce qui a provoqué la première intervention française au Serval, la conquête de la capitale. Et ça, c'est risqué. Il y a des groupes qui veulent, des djihadistes qui veulent prendre. Il y a eu quand même des attentats, rappelez-vous, près de Bamako, et ils attaquent tout azimut, au Mali comme aussi au Burkina Faso, où la situation devient de plus en plus difficile. Donc c'était très difficile pour la France. Oui. Au prix de perdre des soldats. Et ça, l'opinion publique en France ne l'accepterait pas. Oui, très bien. Monsieur Badisredissa, alors la paix se construit également avec l'équilibre des forces et des opportunités. Une révision des relations nord-sud s'imposerait-elle? Plus que cela même, je dirais, tout à l'heure j'ai parlé de changement de paradigme, mais surtout de prisme, de lecture, de perception de ce que c'est la paix. Nous ne pouvons pas construire une paix viable sans pour autant engager tous les protagonistes. Nous constatons aujourd'hui que ce forum est un énième forum, excusez-moi, c'est une énième édition qui se répète, mais qui répète aussi les mêmes erreurs et donc les mêmes résultats. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, si nous voulons véritablement prendre ce sujet, cette thématique qui encore une fois, la sécurité, la stabilité de la planète en dépend, il faudra aussi mettre les actions en phase, notamment tous les continents doivent prendre part. Aujourd'hui, nous assistons à une préférence ou une participation beaucoup plus accrue, notamment de l'Amérique du Sud. Ça peut s'expliquer, mais encore une fois, nous sommes en train de vivre aux portes de l'Europe, donc aux portes aussi de l'Afrique, une guerre sans nom. Donc effectivement, une guerre d'ailleurs aux conséquences désastreuses que vous en conviendrez, à savoir cette crise alimentaire qui a démontré également par voie subsidiaire, j'ai envie de vous dire, ces crises ou ces sous-crises notamment de la crise alimentaire et donc ce manque de souveraineté ou d'absence de souveraineté de certains pays, notamment africains, qui étaient très dépendants de tout ce qui est approvisionnement alimentaire d'Europe et d'Occident. Donc c'est vous dire qu'effectivement, c'est un agrégat de plusieurs facteurs compliqués et complexes dans lequel nous avons besoin d'abord de mettre le bon diagnostic, mais surtout d'endiguer le bon traitement. Et pour endiguer le bon traitement, encore une fois, il faut donner libre cours, libre choix à tous les pays, en tout cas tous les protagonistes, de près ou de loin, directement ou indirectement, à devoir, c'est-à-dire s'engager avec une projection claire, avec une feuille de route claire dans laquelle aucun État, aucun pays n'est mis en marge. Nous parlons d'une paix, mais une paix ne peut être construite, par exemple, sans des négociations respectueuses, sans un débat, je dirais, positif avec notamment la Russie, avec d'autres pays que nous avons d'ores et déjà, en tout cas pour l'Occident du moins, a mis sur la sellette et a mis sur le banc des accusés. Nous ne pouvons pas, nous devons, encore une fois, nous devons être en phase avec les objectifs de ce type d'événement, encore une fois, parce qu'il y en a d'autres, hein. Oui. On se doit aussi de respecter l'autre. Et aujourd'hui, nous avons ce sentiment majeur qui a tendance à s'accentuer, mais surtout à avoir un ancrage de plus en plus présent, notamment en Afrique, c'est-à-dire on est partagé entre la méfiance des uns et la défiance des autres. Et nous ne pouvons pas, dans ce cas de figure, préparer, initier une dynamique positive, mais surtout pérenne pour construire, encore une fois, une paix. Aujourd'hui, nous assistons à une convergence, notamment des crises. Il faut aussi aller vers une convergence des résolutions et de la solution de ces problématiques.
On l'espère en tous les cas, mais ce n'était pas le cas en tous les cas dans les dernières éditions de ce forum. Monsieur François Deroche, alors la paix ou ce forum se donne pour slogan « Surmonter la crise ». Comment peut-on surmonter les crises lorsque justement les voix de la sagesse ou la voix de la sagesse est souvent mise en sourdine? Et je parle aussi de la crise en Ukraine où on voit de très peu de voix qui prônent le dialogue en ce moment. Ben écoutez, moi je pense qu'aujourd'hui, le Forum de la paix n'est qu'une mascarade à mon avis et à mon sens. Bien sûr, je ne peux qu'applaudir tout ce qui favorise la paix. Mais aujourd'hui, pour avoir la paix, il faut avoir une justice. Il ne faut pas perdre de vue cela. Aujourd'hui, sans justice, il n'y aura jamais la paix. Donc aujourd'hui, il faut que ça rentre dans la tête de tous ces congressistes aujourd'hui qui se congratulent et qui parlent, qui bavardent, qui sautillent sur leur chaise, qui quelquefois... Donc il faut essayer de dire au monde entier que sans justice, il n'y aura jamais la paix. Donc, si on veut aujourd'hui progresser efficacement, il faut aller faire cette justice sociale, cette justice tout simplement. Donc, il y a des pays qui, aujourd'hui, rappelez-vous, la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert. Il y a pratiquement 200 000 au fond de la Méditerranée. Est-ce que cela est acceptable? Ce qui s'est passé avec l'Ocean Viking, là, est absolument scandaleux. On va y venir, monsieur François Deroche, oui. Bien sûr, mais je vous dis encore une fois, le maître mot, c'est la justice. Sans justice, vous ne pouvez absolument pas avancer et vous ne pouvez rien faire de concret, de palpable et surtout de quelque chose qu'on pourrait saluer. Aller venir dire faire la paix et ne rien faire et sans justice, ça ne pourra jamais marcher. Voilà. Oui. Et donc, je pense il faut limiter. Il faut pas bavarder. Il faut limiter avec des actions concrètes. Il faut parler peu, mais il faut agir plus. Oui. Monsieur Badis-Renissa, justement, la pandémie du Covid, on le disait au début donc, de cette émission dans l'introduction, a aggravé un petit peu les inégalités mondiales, elle a un petit peu accentué les clivages géopolitiques dont les retombées politiques, même économiques, on les ressent aujourd'hui même et qui continuent de dominer. Je crois même que la crise dont vient de parler donc, François Deroche, celle des migrants africains de l'Ocean Viking, en est la parfaite illustration aujourd'hui, puisque ce flux migratoire sur l'Europe ne sont-ils pas un petit peu le résultat de cette politique, je dirais, entre parenthèses, discriminatoire, longtemps pratiquée par l'Occident? Et là, j'insinue le fait, ou je parle du fait que ce sont des relations souvent basées sur le profit de l'Occident, sur des richesses du Sud. Absolument. Écoutez, aujourd'hui, je pense que la recrudescence, mais surtout la chronologie des crises, notamment bien avant même d'autres crises ont précédé la crise sanitaire, ont démontré, mais surtout, je pense, la crise du Covid qui a mis à nu, quelque part, l'hypocrisie de l'Occident, l'hypocrisie, en fait, des pays, je dirais, puissants, notamment occidentaux, versus les pays en voie de développement. Donc, on voit cette disparité aujourd'hui beaucoup plus. Elle a été mise en lumière pour de simples raisons, puisqu'on a vu cette diplomatie des tarmacs, cette diplomatie des masques, cette diplomatie aussi des vaccins. Donc, en d'autres termes, cette diplomatie de la loi du plus fort. Donc, nous devons, encore une fois, changer de modèle qui a démontré ses limites aujourd'hui et qui va effectivement vers une espèce de complications, je dirais, désastreuses qui mettraient à mal, effectivement, l'avenir des générations futures, donc de notre planète également, vers un inconnu. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour la réflexion, il y a un temps pour l'hypocrisie, mais surtout, il y a un temps pour l'action, mais une action sincère et transparente, afin de justement pouvoir sauver notre planète, sauver ce qu'on appelle cette planète Terre, mais surtout l'existence de l'humanité. Et j'exagère pas quand je dis cela, quand on voit qu'effectivement nous sommes aussi à une époque de prolifération du nucléaire et cette facilitation aussi de l'obtention de ce nucléaire détenu par parfois des pays un peu instables. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement il y a plusieurs problématiques qui phagocytent quelque part de l'intérieur cette volonté de vouloir aller vers la paix. Vous l'avez cité tout à l'heure. J'y ajouterai aussi cette condescendance, je dirais, des pays occidentaux vers d'autres pays qui n'aspirent qu'à vouloir se développer, qu'à vouloir aussi s'émanciper, s'affranchir, mais surtout être autonomes, avoir leur stabilité politique, stabilité sécuritaire, mais aussi stabilité alimentaire et sanitaire, donc souveraineté quelque part, puisque c'est intimement lié. Mais c'est pour cela, nous ne pouvons pas effectivement
C'est-à-dire, c'est un peu l'effet de boomerang aujourd'hui quand on voit cette crise migratoire qui est latente depuis quelques années, mais elle s'explique par d'autres événements et d'autres faits, notamment autre que l'aspect sécuritaire, il y a aussi l'aspect stabilité politique, dans laquelle il y a eu cette ingérence de pays néocolonialistes quelque part qui voulaient garder cette mainmise sur les pays africains, donc sur ces richesses profondes, donc effectivement sur le potentiel de développement du capital humain et donc de la population. Donc une population, par effet d'appel d'air, va vers les pays un peu qu'elle considère comme des pays développés. Donc vous voyez, c'est-à-dire il faut retrouver cet équilibre, votre invité a parlé de justice, mais cette équité surtout mondiale, planétaire, sur tous les aspects, notamment économiques, mais surtout, ne serait-ce qu'une égalité des chances au développement, face au développement, en tout cas des États, et notamment les États en voie de développement. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, cette inéquité, c'est peut-être un petit peu le résultat de ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'on a très peu parlé d'aide au développement dans ces pays qui en avaient beaucoup plus besoin, mais on a parlé de beaucoup de profits. Donc, il fallait mieux laisser, ou il valait mieux laisser ces gens-là dans leur pauvreté, dans leur misère, dans leur ignorance, et se contenter de piller leur richesse. C'était tellement plus facile. D'ailleurs, cette affaire a provoqué une crise entre Paris et l'Italie. Si le forum se veut quand même une plateforme, je disais, pour faire avancer les projets et apporter des solutions, eh ben, en tous les cas, c'est mal parti avec cette affaire du Ocean Viking, puisque ça a un petit peu dévoilé ce côté obscur de l'Europe qui a toujours crié à la démocratie, aux valeurs humaines. Et aujourd'hui, on voit des disputes, je dirais, diplomatiques ou politiques sont retenues. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur François Deroche? Eh bien, écoutez, heureusement, il y a eu l'arrivée du navire qui est arrivé en France avec des très fortes tensions entre l'Italie et la France. Et aujourd'hui, Giorgia Meloni, en fait, aujourd'hui, elle a dépassé la limite de l'acceptable. C'est-à-dire que l'Italie aujourd'hui a refusé d'accueillir un bateau alors que le droit international l'exige. C'est-à-dire que c'est pas une gentillesse de la part de l'Italie. L'Italie devait recevoir ce bateau. Et elle a violé le droit international. Tout à l'heure, vous avez parlé de droit. Le droit international existe. Il faut uniquement transformer ce droit international en justice internationale. Votre invité, il a parlé d'équité. Il faut que cette équité existe. On a des textes, le droit existe. Mais regardez l'Italie le viole au vu de la terre entière. Mais c'est pour cela qu'il faut absolument condamner l'Italie après cet écart qui est absolument inacceptable, parce que aujourd'hui la situation devient critique. Il y avait c'est un bateau qui a repêché des migrants qui étaient en cas de détresse absolue. D'ailleurs, il y a beaucoup de migrants qui sont aujourd'hui dans des services de réanimation aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a un accord européen qui stipule que tout bateau qui est en danger doit entrer dans les terres territoriales les plus proches, ce qu'a refusé aujourd'hui l'Italie. Et pourtant, l'Italie bénéficie d'une aide pour accueillir ces réfugiés. Donc aujourd'hui, bien sûr, les masques sont tombés. D'ailleurs, Madame Le Pen, l'extrême droite française, a dénoncé cet accueil. Mais aujourd'hui, pour une fois, alors que je ne l'applaudis jamais, j'applaudis Gérald Darmanin, j'applaudis le président Macron. C'était un peu surprenant de sa part, Monsieur François Deroche. C'était un petit peu surprenant comme réaction. Effectivement, ça a été un petit peu salué par beaucoup de monde. Il faut rendre à César ce qui est à César et il faut dire bravo, Monsieur Darmanin. Voilà, il y a un geste d'humanité à l'égard de ces gens-là qui étaient. Mais là, de toute façon, il n'a pas fait une gentillesse, Monsieur Darmanin. Il n'a fait qu'appliquer le droit international. Le droit international est strict. Il est strict. Il y a une solution européenne qui existe. Il y a un sauvetage qui a été imposé par le pays qui reçoit dans ses aires territoriales le bateau, ce que n'a pas fait l'Italie. D'ailleurs, ce n'est pas intelligent de se disputer avec la France, l'Espagne, la Grèce, Malte et avec d'autres pays. Il faut chercher une solution commune. Et cette solution commune ne peut pas se faire avec
avec l'extrême droite. Oui, très bien, Monsieur François Deroche, je pense que le message est passé. Je termine avec vous, me semble-t-il, Monsieur Badis Renissa, parce que c'est un petit peu le temps qu'il nous reste. On va le conclure, cette émission avec vous. Alors, je vais commencer par là où... je vais terminer plutôt par là où j'ai commencé. Alors, à quoi sert finalement ce forum sur la paix de Paris ? Écoutez, peut-être à initier une prise de conscience collective, j'ai envie de vous dire, c'est l'idéal, mais encore une fois, il faut être en adéquation avec les enjeux et les défis. Le flux migratoire est amené à s'accentuer les années à venir, malheureusement, et d'ailleurs, sous d'autres arguments, notamment, vous avez brièvement, ces Monsieur migrants. Renissa, oui. Très brièvement, vous avez des migrants, mais vous avez aussi également l'aspect climatique, où nous avons des réfugiés climatiques qui seront amenés aussi à se réfugier vers d'autres pays occidentaux. Mais encore une fois, le timing est bien choisi. La France a accepté aujourd'hui, au bout de 15 jours d'attente en Italie. Il ne faut pas se leurrer. Donc il y a cette hypocrisie, encore une fois, à vouloir, pendant un forum de paix, à accepter la misère du monde. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, pour reprendre une expression rapidement, leur échec sera notre drame. Très bien, Monsieur Renissa. Monsieur Badis Renissa, je rappelle que vous êtes expert en questions internationales et président de Think Tank Émergence. Je vous remercie d'avoir pris part à notre émission. Merci également à Monsieur François Deroche, qui est défenseur des droits humanitaires. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Au revoir.